Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice Jonas et aujourd'hui on va parler de contrefaçon, notamment comment la technologie peut lutter contre la contrefaçon pour le secteur de la mode. Et pour ça, j'ai trois invités. Bon, pour l'instant, j'en ai que deux, mais c'est déjà pas mal. J'ai Gilles de Sifen et Zouir de Data et Data. Et je vais vous demander de vous présenter tout simplement. Gilles, tu peux commencer, me dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr, Gilles Bonabo, donc je suis le directeur Europe de CIFEM. On est spécialisé dans des solutions anti-contrefaçon physiques. Donc, c'est un sceau qu'on va appliquer directement sur le produit. D'accord, parfait. Zouir? Oui, bonjour à tous, je suis Zouan Guedri. Je suis le fondateur de Data and Data, qui est une start-up qui construit des solutions d'intelligence artificielle pour le monde du luxe, l'entreprise du luxe, et entre autres solutions, la solution pour repérer les ventes de produits contrefaits sur Internet. Donc on est Bah, sur le monde digital. Parfait, merci beaucoup. Je vois que William nous a rejoint. William, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es? Bonjour Fabrice, ça me fait super plaisir d'être ici. Alors moi, je Vas-y, suis, vas-y, je vas-y. suis William et je suis le CEO du coup de Blockchain URIP. On fait une solution en fait d'horodatage pour aider des entreprises à protéger en fait leurs droits de propriété intellectuelle non enregistrés, c'est-à-dire tout ce qui est droit d'auteur, savoir-faire, secret d'affaires, contre la copie en obtenant une preuve d'existence. Donc je dirais qu'on intervient tout en amont en fait de la chaîne de la lutte contre la contrefaçon en déliminant précisément l'existence des droits de propriété intellectuelle. Parfait, merci beaucoup. Alors, en introduction, j'ai quelques chiffres sur la contrefaçon. Euh, En France, c'est l'Union des fabricants, l'Unifab, qui en 2019 a fait une étude et elle s'est rendue compte que 37% des Français auraient acheté sans savoir des produits contrefaits et que Internet est le troisième point d'achat de ces produits contrefaits après les marchés et les ventes à la sauvette. Et donc tout de suite, on va commencer. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est un peu l'état de la contrefaçon en France et dans le monde. Est-ce que, par exemple, Zouir, tu aurais des données par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de données par rapport à ça. Euh, Moi, il y en a un chiffre que je retiens particulièrement, c'est que ce marché de la contrefaçon, c'est un marché qui vaut à peu près 500 milliards de dollars par an. Et donc, c'est un gros chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est à peu près 10 fois le marché mondial de la drogue. Et donc, on s'imagine que le marché mondial de la drogue est important, donc 10 fois plus important, c'est très, très important. Et c'est très important parce que, tu viens de le dire, ça touche tous les produits, pas uniquement les produits de luxe dont on se charge en particulier, mais ça touche tous les produits de grande consommation également. Tout ce qui est facile à recopier peut être contrefait aujourd'hui. Donc, on pense au luxe en particulier, c'est le plus visible, mais il y a des contrefaçons de produits électroniques, il y a des contrefaçons de jouets, d'habillement, ainsi de suite. Et il y a également beaucoup de contrefaçons dans les médicaments. Alors, toi, Gilles, avec CIFEM, est-ce que tu aurais Oui. des chiffres par rapport à cette contrefaçon? Alors, il y a des très bons chiffres qui ont été publiés par le CDE, je trouve, qui concernent l'Europe et la France. Par exemple, c'est estimé au niveau des ventes annuelles, d'accord, à 7,4% sur l'Europe, soit plus de 55 milliards d'euros sur l'Europe. Une chose importante, c'est en gros 110 euros le coût par habitant en Europe, et c'est près de 500 000 emplois perdus. C'est des chiffres de C'est l'OCDE. Et si on parle rien que du secteur de l'habillement, en Europe, c'est 28 milliards d'euros, c'est 9,7% des échanges sur le impressionnant. secteur de l'habillement. Voilà. En sachant que on parlait, la contrefaçon est bien plus large que ça c'est des chiffres sur l'habillement, mais ça va vraiment, tout est contrefait, ça va du bouillon cube aux pièces aéronautiques. Très clair. Toi, William, est-ce que tu aurais des chiffres pour nous éclairer? Bah, moi, j'ai les chiffres évidemment de l'UNIFAB. Après, je m'y connais pas particulièrement parce que je suis pas économiste. Mais ce dont je suis convaincu en fait, c'est que c'est quelque chose qui est de plus en plus important, tout simplement parce que la valeur, elle se déplace vers l'immatériel. Tu vois, les Google, les Facebook,
Aujourd'hui, ils n'ont plus d'usine, ils n'ont plus rien. Donc, ce qu'ils ont, c'est quoi? Et comme beaucoup même de marques de luxe qui produisent plus et qui vont faire appel à des prestataires, elles ont leur marque, elles ont l'identité de marque. Et donc, tu protèges ton IP, tu luttes contre la contrefaçon, tu protèges ta marque et tous tes efforts marketing indirectement. Et ce que je vois, moi, en revanche, c'est que alors que l'IP, c'est quand même la majorité de la valeur de ces entreprises, eh ben, c'est très mal protégé. J'ai donné un exemple. Par exemple, je sais qu'à l'INPI, il y a 40 000 marques environ qui sont déposées ou renouvelées chaque année, alors qu'en même temps, tu as à peu près 35 000 enveloppes SO, qui est la protection de base qu'on va utiliser pour protéger une création de mode ou quoi que ce soit, qui vont être réalisées. Et donc, en fait, ça veut dire que les entreprises, elles délaissent complètement la protection de leur création. Et moi, je le vois où des fois, je rencontre des entreprises de mode en fait, qui ont baissé les bras parce que c'est beaucoup trop chronophage. Et puis aussi, je pense qu'on sous-estime souvent la contrefaçon parce que tu as la contrefaçon que tout le monde voit, la contrefaçon qui est à la sortie du métro de Barbès, tu vois, c'est les faux sacs, c'est la contrefaçon civile. C'est la contrefaçon en fait à l'identique. Et puis tu as une contrefaçon de copie que nous on adresse plus chez Blockchain URIP et qui est un petit peu une contrefaçon en col blanc, tu vois. C'est la contrefaçon en fait entre les maisons de luxe, entre la distribution de produits de mode et les maisons de luxe. Et ça en fait c'est la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de copies d'inspiration qui se fait et on n'est pas toujours en mesure de réagir. Donc pour ces raisons, moi je pense que c'est beaucoup plus étendu encore que ce qu'on peut avoir l'impression à première vue. Alors, justement, William, tu soulèves un problème entre la copie et ce qu'on appelle l'hommage ou l'imitation. Est-ce que parmi vous, vous pourriez nous dire c'est quoi la différence entre une copie et entre une imitation, en fait, ou un hommage? Voilà. Et quand, notamment en littérature ou en peinture, quand on fait un hommage, soi-disant, c'est pas une copie. C'est quoi cette distance, cette frontière, en fait? Est-ce que vous êtes capable de la définir? Gilles, est-ce que tu aurais des indications par rapport à ça? Bah, une contrefaçon, c'est une contrefaçon. Si on parle produit, c'est le même produit, les mêmes logos, etc. Voilà. Après, certains copient mal. Non, mais ils vont faire quelques erreurs exprès sur le logo, des choses comme ça. Mais ça reste quand même une contrefaçon. Enfin, et puis après, on peut voir des inspirations de modèles. C'est ça. La contrefaçon est moins nette physiquement, mais c'est quand même une contrefaçon d'image, de brevet, etc. D'accord. Et toi, Zouir, par rapport à tes clients, en fait, sur la contrefaçon, sur l'imitation, sur l'hommage, euh, comment vous faites la différence? Alors, on fait la différence est faite en tout cas. C'est un sujet extrêmement technique d'un point de vue juridique, ce point-là. Et donc, sur un objet de donné, on va mesurer le nombre de points de ressemblance entre le produit d'origine et le produit inspiré. Et par de la même, on peut dire si c'est une contrefaçon ou pas. Maintenant, prenons un exemple où quelqu'un prend un tapis de main ou un couvre-lit et colle dessus un logo d'une marque connue. L'objet n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, pas que l'objet n'existe pas, mais l'objet d'origine n'existe pas. Donc, on n'est pas en train de faire une comparaison entre l'original et le contrefait. On sait très bien que le contrefait reprend les codes d'un produit donné ou d'une maison donnée et les détourne pour vendre. Et pendant une période, il y avait beaucoup de casquettes Gucci, alors que sur le marché, Gucci ne vendait pas de casquettes. Et c'est tout de même une contrefaçon. Donc, même si l'objet original n'existe pas. Alors, comment on fait la distinction? Nous, on ne va pas la faire sur un plan juridique parce que ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'aider la marque à préserver son image et son capital en éliminant le maximum de produits de ce type-là sur Internet. Et donc, la frontière, finalement, elle se fait assez facilement. Est-ce que ce produit qui est contrefait ou ce produit qui est inspiré fait des dommages à la marque, oui ou non? Donc, quand un artiste peint une toile et colle là-dessus les sigles, les logos
de toutes les marques de luxe, il fait une œuvre d'art. Et donc, la maison peut estimer que ça ne nuit pas à Son ses image. produits, à son image, et qu'il il n'y a aucune tromperie là-dessus. Si quelqu'un commence à faire justement des casquettes et il colle tous les logos possibles, la marque peut estimer que ça nuit à son image, pas parce que ça va lui enlever des ventes de casquettes, elle n'en fait pas. Ok, très clair. Tous les trois, vous avez une technologie que vous fournissez en fait aux marques, à la fois de mode, à la fois de luxe. Imaginons, moi je suis une marque de luxe, je viens vous voir, comment ça se passe? William, par exemple, moi je viens de voir, avec Blockchain URIP, vous me proposez quoi? Nous, en fait, on va aider des directions juridiques à mettre en place une protection systématique des créations et plus particulièrement tout le processus créatif en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pratiques traditionnelles, ça va être par exemple de faire venir un huissier de justice pour dater tous les 6 mois l'ensemble des créations. Et le problème de cette approche, c'est que ça laisse beaucoup de trous dans la raquette. Tu peux avoir des partenaires contractuels déloyaux, des anciens salariés. Enfin, il peut se passer plein de choses. Et donc, on va les aider en fait à changer de pratique et à mettre en place cette datation systématique. Alors, à quoi ça sert? Ça peut servir, par exemple, si tu es dans les produits de luxe, par exemple, si tu fais une montre, le go-to-market, il va être très long. Donc, tu vas avoir des temps de développement qui peuvent être de 6 mois, de 2 ans, de 3 ans. Et donc, nous, on va s'insérer là-dedans. Tu as aussi la possibilité pour les boîtes qui font beaucoup de brevets, qui vont avoir envie de protéger toute la période de l'avant-brevet pour être en mesure, en fait, de pouvoir exploiter leur invention, même si quelqu'un vient la breveter avant elle dans le même temps. Donc, la première étape, ça va être de regarder qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire et comment est-ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui fait 300 nouveaux modèles et qui aurait 6 collections par an, si tu veux, on ne va pas lui proposer de tracer tout le processus créatif de chaque robe parce que sinon, elle n'a pas fini. Elle peut embaucher 10 personnes pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va regarder qu'est-ce qu'ils font et de quoi ils ont besoin. Et ça va varier énormément. Par exemple, on a travaillé avec une entreprise à Londres. Ils avaient un gros challenge, c'était de tracer les contributeurs externes et internes parce qu'ils vendent aux États-Unis, tu vois. Et aux États-Unis, par exemple, c'est des pays qui ne connaissent pas de la notion de l'œuvre collective et donc tu dois pouvoir démontrer qui est intervenu exactement sur quelle robe et rattacher ça à des contrats de travail. Donc, pour eux, on a mis en place un schéma en fait, de dépôt spécifique qui leur permet de retrouver en un clin d'œil toutes les collaborations d'une personne spécifique en interne, quoi. Ok, très clair. Gilles, je suis une marque de luxe, je viens de Mhm. voir, ça se passe comment? On va expliquer un peu, on va regarder sur quel produit on doit protéger, quelle gamme on doit protéger. Après, en fonction, nous, on a beaucoup de possibilités. On a une possibilité avec marquage où là, on va pouvoir mettre des étiquettes textiles ou un sceau particulier sur les produits. Et notre détection, les clients vont pouvoir prendre en photo ce sceau. Et là, ils vont avoir un message marketing s'il est authentique. Ou alors, on va leur faire un signalement sur une contrefaçon. Donc, on touche aussi bien au juridique qu'au marketing, puisqu'on a un message client. On peut faire des applications spéciales. Par exemple, pour une marque de montre, hein, le client fait une authentification de son produit pour faire un enregistrement de sa garantie. Donc après, il va rentrer ses coordonnées, etc. et on va lui valider sa garantie. Sinon, on a aussi une autre technologie qui permet directement d'apprendre les produits sans aucun marquage. Et là, on va pouvoir les reconnaître. Donc, c'est très large. Ça va vraiment dépendre des produits, du nombre de produits. Et on a des liens à faire avec les services juridiques parce que nous, on est capable aussi de détecter les réseaux de contrefacteurs pour faire des arrestations. Donc, on va très loin dans la solution et on va toucher à plusieurs services de chaque entreprise. Ok, très clair. Zouir, même question, je suis une marque de mode, je suis une marque de luxe, je viens vous voir, ça se passe comment?
Alors, ça se passe, donc si vous venez nous voir, on est très content d'abord. Et Normal. ça veut dire qu'il y a un sujet, il y a un problème de contrefaçon sur Internet, qui est vraiment notre terrain de jeu. Et aujourd'hui, le problème ou les problèmes que rencontrent ces entreprises, c'est pas forcément euh, identifier le vrai du faux, comme on pourrait le faire avec des technologies SIFEM qui authentifient le produit quand on l'a physiquement. C'est plutôt le problème de la pollution qu'apporte cette contrefaçon sur Internet. Quand on va sur Google, on tape le nom d'une marque de luxe et on rajoute pas cher, euh, on va avoir quelques sites qui nous proposent pas mal de produits contrefaits. Alors, si vous essayez de faire l'exercice sur Instagram et sur Facebook, alors là, vous ne voyez que ça sur la première page si vous tapez hashtag et le nom de la marque. Alors, ça nuit énormément aux investissements marketing que font ces marques-là. Et c'est pour ça que le sujet est traité à la fois par le marketing et par le juridique. Et donc, comment ça se passe? On va définir ensemble quels sont les produits, les gammes ou les régions du monde sur lesquelles cette entreprise voudrait faire un effort pour identifier ce qui se passe en contrefaçon sur Internet. Et ensuite, nous, de notre côté, nous avons développé une technologie d'intelligence artificielle qui reconnaît ces produits-là sur Internet. Et donc, c'est comme un moteur de recherche qui, en permanence, est en train de dérouler les centaines de milliers de nouveaux sites qui vont apparaître tous les jours, ou qui vont remonter en tout cas dans le classement des moteurs de recherche, les analyser de façon assez fine, comme le ferait un humain, et décider si c'est un site qui vend des produits contrefaits ou pas. Et de la même façon, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et donc, cette identification de contrefaçon, parfois est simple, parce que quand un produit, un sac à main coûte 10 000 euros, quelqu'un est en train de le vendre pour 50 euros sur Internet, on n'a pas besoin d'être très fort pour dire que c'est de la contrefaçon. Ce qu'il faut, c'est trouver tous les sites qui font ça. Et ensuite, parfois, c'est un peu plus masqué, parce que ces contrefacteurs-là sont aussi intelligents que nous et ingénieux, et tous les jours, ils inventent une nouvelle façon pour se cacher et ne pas citer le nom de la marque ou le nom du produit. Mais si je vous montre encore une fois un produit d'une grande marque de luxe, vous allez me dire « Ah oui, bah c'est cette marque-là », alors que le nom n'est pas cité, la photo suffit. Donc il y a pas mal de techniques de reconnaissance visuelle qui permettent de faire ça. Très bien. William, moi, ce que je voulais savoir, c'est, donc Gilles et Zoé utilisent l'intelligence artificielle, toi la blockchain. En quoi ces technologies peuvent être complémentaires ou pas? Je ne sais pas si les technologies sont complémentaires. Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que chacune de nos activités peut être complémentaire. Comme j'ai dit, nous, on intervient, je pense, très en amont. Gilles va permettre de sécuriser. Il est le relais physique un petit peu, enfin, de ce que je comprends pour les produits de luxe. Je sais qu'il travaille beaucoup dans le vin. Il me semble que Zouir te permet de monitorer en temps réel les atteintes à ta marque en ligne. Ce qu'on fait finalement, ça rejoint un seul but, encore une fois, qui est de ne pas laisser ta marque et tes investissements marketing et produits se détériorer parce que finalement, quand on voit, je ne sais pas, une bague ou un bracelet de luxe en fait vendu 5 euros sur un trottoir ou sur un site internet chinois, forcément, dans l'esprit du consommateur, même si c'est indirect, eh ben c'est l'image de marque qui est entachée. Et donc, en ça, ça fait partie d'une stratégie globale, globale d'IP, quoi. Et je pense qu'il faut tout faire en même temps si tu veux être efficace. Super. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ces marques de mode et ces marques de luxe, comment vous arrivez à les conseiller justement sur cette lutte sur la contrefaçon? Parce que effectivement, vous avez une technologie, mais ça coûte de l'argent. Il y a une mise en place qui doit être faite. Et il y a tout un travail, moi je dis souvent d'évangélisation, d'éducation. Il faut un peu les prendre par la main. Voilà, je vais dire de manière un petit peu brutale. Gilles, comment vous faites, vous, chez Sifem?
Nous, on a une technologie qui aide à repérer les réseaux criminels. Ceux qui fabriquent, c'est-à-dire le cœur du problème, c'est les usines de fabrication. Donc, à partir du moment où on tarit la source, en fait, on limite toutes les sources de diffusion des produits. Donc, c'est la technologie qu'on propose. Et là, il y a des gains d'argent énormes si on tarit les sources. Parce qu'il y a les contrefaçons bas de gamme, il y a des contrefaçons très haut de gamme qui sont vendues pour des vrais. Vous avez des grossistes qui multiplient leur stock. Il y a des fausses boutiques dans le monde. Donc, lutter contre la contrefaçon, pour son image et pour ses finances aussi, puisque en termes de vente de produits, c'est toujours rentable. Très clair. Zouir, toi, comment tu arrives à convaincre, à expliquer effectivement aux marques de luxe et aux marques de mode? Alors, tu as raison en tout cas de dire que ça coûte cher, en tout cas la lutte contre la contrefaçon, parce que c'est un gros marché. Donc, comme c'est un gros marché, les contrefacteurs se lancent là-dessus. Et la façon dont on les conseille est la suivante, c'est que c'est un sujet qui a toujours existé, qui continue à exister, parce que c'est un peu la course entre les gentils et les méchants. Et les méchants essaieront toujours de trouver, encore une fois, un moyen ingénieux de vendre et de ne pas se faire repérer. Et en revanche, les budgets, la capacité à lutter contre ça reste tout de même limitée. Donc le conseil, c'est plutôt dans la priorisation de ce qu'on veut trouver. Et donc, encore une fois, notre terrain de jeu, c'est l'Internet, et donc tout ce qui est digital. Donc si quelqu'un est en train de vendre des sacs à main de luxe contrefaits et qu'on ne le trouve pas sur Google, ou alors on va le trouver dans la 15e page, celui-là, il n'est pas nuisible. En revanche, si je tape le nom de la marque pour acheter un vrai produit et que ce site-là ressort dans la première page ou dans les toutes premières pages, là, il devient nuisible. Et de la même façon, sur le reste, sur les places de marché et ainsi de suite. Et donc, c'est là où se passe le niveau de priorisation. Et donc, le conseil qu'on apporte, en plus, bien sûr, d'identifier tout ça, c'est un travail de priorisation et de savoir finalement quels sont ceux sur lesquels il faut faire des signalements systématiques, quels sont ceux qu'il faut laisser probablement de côté parce qu'on soupçonne qu'ils fassent partie d'un réseau plus large que ça. Et donc, on les laisse un peu quelques jours, histoire de trouver tous les clones qu'ils ont et tous les sites qu'ils ont créés en plus de ceux qu'on a repérés. Et ensuite, en croisant l'ensemble de ces informations-là, on va retrouver une structure de réseau. Et c'est très souvent organisé sous forme de réseau. Et donc là, l'effort qui est fait pour les signaler et pour les supprimer d'Internet sera beaucoup, beaucoup plus rentable que d'y aller offre par offre et site par site et profil par profil sur Instagram. Ça coûte pas cher de créer 500 comptes sur Instagram. J'imagine. Très bien. William, toi, comment tu conseilles en fait les marques qui viennent te voir? Je t'ai dit déjà, on essaie de voir les vrais besoins, parce que c'est vrai que des fois, quand on montre tout ce qu'on peut potentiellement faire, comme je disais, tracer les contributeurs, tracer les versions, les entreprises, elles peuvent avoir envie d'être gourmandes et dire moi, je veux tout. Mais à un moment, il y a aussi je dirais que choisir et renoncer, il faut faire des trade-offs. Si tu veux, tu ne vas pas multiplier par 10 le temps que tu passes à protéger tes créations, si derrière, c'est pour avoir que 10% de plus d'efficacité. Donc, je suis très d'accord avec Zouir là-dessus. Et nous, typiquement, on avait beaucoup de clients, ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ne protégeaient pas du tout, typiquement, leur création par le droit d'auteur. Ils faisaient en fait que quelque chose pour les créations les plus stratégiques, c'est-à-dire vraiment certaines qui sont choisies des fois un petit peu au hasard en fonction des perspectives qu'on imagine. Et donc, ils allaient faire un dépôt de dessins et modèles pour quelques modèles tous les ans. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est stratégiquement, c'est plus intelligent en fait de tout protéger par le droit d'auteur, en fait, de mettre en place un premier niveau de protection systématique
qui est peut-être un petit peu moins bien que le droit d'auteur, et ensuite de venir compléter pour les pièces stratégiques si besoin, quoi. Donc, il y a vraiment ce coût-avantage également qu'on prend en compte quand on travaille avec des entreprises. Ok, très bien. Merci, William. Et c'est d'autant plus important, je pense, à une époque où on est un petit peu où les directions juridiques, enfin moi, c'est ce que je vois avec mes interlocuteurs, ils subissent des réductions de coûts et donc ils doivent optimiser en fait leurs dépenses pour réussir à faire le mieux avec moins. Alors justement, tu parles de réduction de coûts. On est en pleine crise du coronavirus, qui est une crise sanitaire, qui s'est doublée d'une crise économique. Comment le marché de la contrefaçon s'est adapté à ça et comment les marques continuent-elles à lutter contre cette contrefaçon? Gilles, un avis par rapport à ça? Bah, les contrefacteurs, c'est des opportunistes. C'est des excellents. On ne peut pas leur retirer ça, mais c'est des excellents businessmen. Ils savent réagir, ils sont agiles, etc. La crise, c'est une vraie opportunité parce que tout le monde se rue sur Internet et du coup, dans toute cette ruée, les contrefacteurs en profitent pour multiplier leur action. Voilà. Lutter contre la contrefaçon, c'est toujours rentable en termes d'image de marque et en termes d'argent. Ce n'est pas un souci d'argent et c'est le moment où il faut le faire parce qu'il y a des habitudes qui se prennent chez les contrefacteurs de diffusion qui font que même après le Covid, ça va être encore plus exponentiel en termes de contrefaçon. Donc, je dirais même que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est clair. Zouir, toi, un avis par rapport à ça, à ces contrefacteurs durant la crise du Covid? Alors, bon, en tout cas, leur business continue. Le business de la contrefaçon continue. Ce qui a changé, en tout cas pendant le Covid, c'est que celui qui veut acheter de la contrefaçon, mais il ne peut l'acheter que sur Internet. Donc, ça s'est déplacé un peu plus sur Internet qu'avant. Et donc, ça s'est accentué là-dessus. Voilà ce qui a changé pendant le Covid. Il faut garder en tête vraiment que ce sujet de la contrefaçon, il y a deux types. Il y a celui qui achète un produit contrefait parce qu'il ne sait pas qu'il achète ça. C'est de la tromperie. Et ensuite, il y a tous ceux qui achètent des produits contrefaits, mais ils savent exactement qu'ils l'achètent. Et ça aussi, c'est un marché que les contrefacteurs ont bien identifié. Et je parle des deux marchés d'ailleurs. Si on voulait l'acheter pendant toute cette période du Covid, il était plus commode de le commander sur Internet. Super. William, toi, est-ce que tu as vu des modifications? Bah, moi, je ne suis pas dans le porte-monnaie des contrefacteurs, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ce que je peux te dire, c'est comment ça s'est passé pour nous et ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on propose, c'est-à-dire en fait la digitalisation des pratiques probatoires. Quand tu as eu le confinement, en fait, les méthodes de preuve traditionnelles, en fait, elles se sont retrouvées complètement paralysées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de solution pour faire dater un document. Parce que traditionnellement, tu allais chez ton huissier de justice ou tu le faisais venir. Et donc là, les entreprises, en fait, elles avaient deux choix. Soit laisser un trou béant dans leur antériorité pendant toute la durée de cette période incertaine, ce qui était absolument pas possible d'un point de vue stratégique, ou soit accélérer en fait leur digitalisation et faire le pari de moderniser tout ça. Et nous, c'est ce qui s'est passé parce que typiquement, on travaillait déjà avec plusieurs groupes, notamment avec un groupe dans lequel on avait déployé dans 3 maisons et avec la période, du coup, finalement, toutes les maisons ont souhaité en fait passer à la blockchain en l'espace de 3 mois. Et ça a très bien pris. Et je pense que maintenant que c'est un des aspects positifs finalement de la crise, je pense que ça a été un accélérateur de digitalisation pour beaucoup d'entreprises et ça restera, c'est sûr. Très bien. Alors moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de parler un petit peu de vous, de vos organisations en interne, notamment à cause de ce Covid et ce confinement. Comment vous avez su vous réorganiser, vous réadapter en fait? Zouir, ça s'est passé comment chez Data et Data? Alors, premier confinement difficile parce que c'était situation de chaos, pas uniquement chez Data and Data, mais en dehors de Data and Data.
Ça a surpris beaucoup de monde, y compris d'ailleurs nos clients. Et donc, c'était un peu difficile à mettre en place une organisation. Donc, on a passé 3 mois. On était extrêmement proche de nos clients pour savoir comment ils réagissaient. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les clients ont poursuivi. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire vraiment extrêmement marginale sur ce sujet. Ça, c'est la première chose. L'activité a bien repris pendant l'été et accéléré fortement à la rentrée. Et ensuite, ce deuxième confinement, il est pratiquement transparent et pour nous et pour nos clients. Les choses vraiment continuent de business comme d'habitude. Il y a pas mal de projets qui reprennent. C'est des choses qui étaient attendues pour le mois de mars dernier, mais finalement qui ont été décalées. Et à la fois, nos clients et nous continuons de travailler comme s'il n'y avait pas finalement ce deuxième confinement. Plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que ça a été surtout accentué par des résultats positifs cet été pour toute cette marque de luxe-là, parce que ça a repris après le premier confinement. Et ensuite, au dernier trimestre de cette année, les résultats sont plutôt bien, parce qu'il y a aussi une accélération assez forte dans les pays asiatiques où le business a bien repris. Et donc, il y a pas mal de projets qui se libèrent. Voilà, on s'est organisé de cette façon-là. Et par ailleurs, ça nous a permis aussi d'avancer sur quelques autres sujets qui étaient plus pointus maintenant avec cette situation de Covid et surtout tout ce qui est e-commerce. Donc, au-delà de la contrefaçon, il y a maintenant pas mal de ce qu'on appelle du marché parallèle. Donc là, on ne parle pas de produits contrefaits, mais on parle de produits originaux qui sont vendus sur Internet, mais qui ne sont pas vendus dans le réseau de distribution de la marque, qui sont vendus ailleurs. Et ce sujet-là prend beaucoup d'ampleur sur Internet, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup avancé. Très bien. Gilles, pour SIFEM? Oui, pour SIFEM, ben, en interne, on est une entreprise digitale. On est en Chine, aux États-Unis, au Japon, en France. Nous, on est complètement digital. On a nos réunions digitales, nos plannings digitaux. Enfin, donc, pour nous, le Covid, ça n'a pas changé grand-chose sur notre organisation. Par rapport aux clients, je pense que ce qui était bénéfique, c'est que beaucoup de gens étaient dans le stress du quotidien, etc. Et le fait d'être confinés chez eux, ils ont pu voir les choses autrement. Les cadres de société. Ouais. Et le fait d'avoir ce recul, en fait, ça enlève un peu le stress du quotidien et ça permet de se mettre sur des dossiers de fond avec une réflexion nouvelle, et ce en quoi c'était très positif pour nous. Parfait. William, chez Blockchain URIP, ce premier confinement, alors Le premier confinement un peu surprenant quand même. C'est sympa d'être tous ensemble. Et même, je pense que c'est plus motivant. C'est bien aussi le télétravail, mais moi, j'ai envie de revenir un petit peu au physique. Alors, peut-être William, pour que je précise, pour les gens qui nous regardent, c'est qu'en fait, que ce soit Zouir, Gilles et William et moi-même, on est tous les quatre à Station F, donc on avait l'habitude de se croiser. Et depuis un petit moment, en fait, on se croise beaucoup moins qu'avant. Voilà. Je laisse continuer, William. Et donc de notre côté, oui, on s'y est habitué, mais au début, c'est vrai que c'était un peu difficile. Il faut mettre en place peut-être des réunions plus fréquentes pour garder le contact, comme quand on est toute la journée ensemble. Du côté de nos clients, comme je t'ai dit, ceux qui étaient déjà en train d'utiliser Blockchain URIP, ils ont intensifié leur utilisation parce que la situation l'exigeait. On a quand même vu au début du confinement des projets qui étaient sur le point d'aboutir, qui finalement ont été décalés à septembre, tout simplement parce qu'on ne savait pas trop où ça allait. Et donc, il y a beaucoup de budgets qui ont été gelés et les gens ont préféré attendre et voir ce qui allait se passer avant. Donc, ça c'est une réalité aussi. Et puis, je suis très d'accord avec Zouir pour dire que le deuxième confinement, il est un petit peu transparent. Déjà, je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de chômage partiel. Et moi, j'ai l'impression que tout fonctionne comme d'habitude, quoi. Donc, j'ai l'impression que l'activité a bien repris et qu'on n'est pas dans la situation
du premier confinement. Très clair. Alors, justement, on va parler de 2021. C'est quoi les scénarios pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous envisagez l'année prochaine? Gilles, peut-être? Sur quel point de vue? Sur le point de Côté vue client, côté client, également protection des business. marques. Ouais. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on commence à parler beaucoup de contrefaçon dans les médias, etc. Il y avait une espèce de secret caché. Et plus ça va, plus on en parle, et on va en parler de plus en plus sur 2021. Il y a une prise de conscience en fait de tous les acteurs qu'il faut maintenant communiquer et mettre des actions en place derrière. Parce que lutter, c'est possible. Nous, sur une boîte de médicaments, on a fait fermer tout un réseau de contrefacteurs. Il y a des actions possibles. Et le fait d'en discuter, que ce soit plus un sujet tabou pour certaines marques, quand on regarde la télé, il y a des reportages sur la contrefaçon, etc. Je pense que c'est très salutaire. Très bien. Zoé, pour toi, 2021, c'est quoi les scénarios possibles? Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de changement majeur, à part le fait que le confinement a changé les habitudes de consommation, que ce soit sur les produits contrefaits ou pas, et qu'on se décale un peu plus sur des achats sur Internet. S'agissant des produits contrefaits, par définition, ce sont des produits pas coûteux, et donc le consommateur peut acheter un peu plus facilement sur Internet. Mais le consommateur a bien envie aussi de voir si c'est une bonne contrefaçon ou pas. Donc ceux qui avaient l'habitude de l'acheter au marché continueront à essayer de l'acheter au marché. Donc ce qui va changer, je pense qu'il y aura une place un peu plus importante consacrée à la lutte contre la contrefaçon sur Internet et sur les places de marché. Si les budgets le permettent, je pense qu'il y a une année dans laquelle il faut rester vigilant, même si l'activité économique redémarre et redémarre plutôt bien pour nos clients. On ne sait pas encore, et je pense qu'on sera un peu plus clair à la fin du premier trimestre 21. Si les choses continuent comme ça, tout le monde reprendra une croissance assez bonne pour le secteur et pour tous les prestataires du secteur. Super. William, pour toi, 2021? Alors, moi, j'ai plus parlé pour moi et en ce qui concerne la blockchain. Déjà, la preuve blockchain, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un petit peu normalisé avec les années. Enfin, c'est ce que je vois de la littérature juridique. Quand on a commencé, on nous prenait peut-être un peu pour des fous. Aujourd'hui, c'est à peu près admis par tous les professeurs de droit que la preuve blockchain, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, les entreprises, il y a un intérêt grandissant. En parallèle de ça, j'ai l'impression que le marché de la legal tech et donc la tech appliquée au droit et donc à la contrefaçon, c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est-à-dire que les juristes, ils en ont marre d'avoir des outils des années 2000, alors que tous leurs amis du marketing et de la vente, ils ont des logiciels et les intentions en fait, d'achat et d'investissement, ils augmentent. Donc moi, je pense que ces deux facteurs vont faire nécessairement qu'il va y avoir une meilleure prise en charge de la contrefaçon. Déjà parce qu'il y aura plus de moyens, parce qu'il va y avoir des outils qui sont plus modernes, et parce que les technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain atteignent un certain niveau de maturité. On a vu que ça a fonctionné. Gilles donne un exemple de succès tout à l'heure, de démantèlement d'un réseau de contrefaçon. Je pense qu'une fois qu'on aura les premiers exemples que ça marche, les premiers cas d'usage, et ben, ça va être de plus en plus, c'est les nouvelles technologies qui vont être de plus en plus adoptées. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour ça. Je pense que c'est vraiment d'actualité, l'évolution du marché de la legal tech. Très bien. Alors, tu parlais de nouvelles technologies. Quelles technologies, en fait, pourraient être complémentaires des vôtres, qui sont la blockchain, l'intelligence artificielle, pour aider les marques à lutter contre la contrefaçon? Gilles? Je donne la parole à Gilles et après je reviendrai vers toi, William. L'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est vraiment un changement de cap actuellement par rapport à tout ce qui existait à l'heure actuelle. C'est vraiment une révolution avec des
maintenant des cas prouvés comme de bénéfices, en fait. Après, la blockchain donc a sa propre utilité, en fait. Et elle pourrait être très bien liée avec notre technologie, ça, il n'y a pas de souci. Tu parlais d'autres technologies encore Oui. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ben, je crois que celles-là, faut déjà les pousser à leurs limites. Elles n'y sont pas encore. D'accord. Voilà, nous, Justement, on travaille par exemple à la reconnaissance d'une pièce d'identité. Rien que par une simple photo, on va te dire si elle est authentique ou pas, par exemple. Tu vois, il y a encore énormément de choses à faire dans ces domaines-là. Donc, développons-les, créons des applications. Alors, justement, Gilles, tu parles de l'exploration et d'aller encore plus loin sur l'IA. C'est quoi les champs, notamment par rapport au secteur de la mode, au secteur du luxe, où vous pourriez encore aller plus loin dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ah ben nous, on y travaille déjà. C'est prendre une photo d'un produit, on te dit s'il est authentique ou faux, rien que par une photo. D'accord. Voilà. Donc il y a une phase d'apprentissage de l'IA pour les produits, et là on travaille à raccourcir cette phase d'apprentissage pour une même qualité. Parfait. Voilà, ça c'est un des exemples. Zouhir, chez toi, en fait, au niveau de l'IA, c'est quoi les projets pour les mois et pour les années à venir, en fait, en termes d'exploration? Qu'est-ce que vous voulez pousser? Alors, sur le sujet de la contrefaçon, l'IA apporte pas mal de choses. Elle peut être encore poussée un peu plus loin. En fait, l'IA ne permet pas, en tout cas sur Internet, sur une simple photo, l'IA que nous développons nous, sur une simple photo, de dire si le produit est contrefait ou pas, parce que très souvent, celui qui vend un faux sac, bah, il va prendre la bonne photo, il va sur un site de la marque, il copie la photo, il la met. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Celui qui l'achète, c'est dans une grande partie des cas qu'il achète une contrefaçon. Et donc la photo, c'est un vrai sac. En revanche, ils vont un faux. En revanche, maintenant, il y a pas mal de combinaisons d'applications de ces techniques d'intelligence artificielle au texte et à l'image. Et la combinaison des deux avec la compréhension du contexte permet d'aller un peu plus finement et de dire si le vendeur est un vendeur de contrefaçon en général ou pas. En revanche, il y a un sujet qui est maintenant extrêmement intéressant sur cette contrefaçon, et sur lequel on travaille pas mal, c'est plutôt le marché de l'occasion. C'est un marché qui est en train de prendre de plus en plus de place, qui est en volume maintenant aussi important que le marché du neuf sur le secteur du luxe. Les deux marchés ont à peu près la même taille. Et un des freins dans le développement de ce marché de la seconde main est la peur de la contrefaçon. Et donc, la combinaison, des techniques d'intelligence artificielle pour qualifier le produit sur Internet, plus les techniques d'entreprise comme celle de CIFEM qui permettent d'authentifier le produit quand on l'aura en main, ça permet d'aller plus loin et de libérer tout le potentiel de ce marché de l'occasion, sur lequel aujourd'hui il y a quelques acteurs qui sont extrêmement forts. Je pense par exemple à Vestiaire Collective. Mais la force de ces acteurs-là, c'est qu'ils ont des spécialistes, des personnes, pas des machines, qui reçoivent les produits, qui les inspectent et qui vont permettre de les authentifier. Si dans le futur, on arrive à avoir une technologie qui combine tout ce qu'on sait faire, tout ce qui a été exposé jusque-là, pour que les transactions en C2C entre consommateurs eux-mêmes, ils permettent de valider le produit et de savoir que ce n'est pas une contrefaçon, ça va accélérer énormément ce marché-là. Et moi, je pense vraiment que c'est un sujet extrêmement important sur lequel nous, en tout cas, nous sommes en train d'investir en ce moment. Parfait, merci. William, je reviens à toi. Pour la blockchain, c'est quoi les pistes
vous allez explorer pour 2021? Bah, en fait, alors, moi, je pense pas, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent la blockchain, et ce que j'essaie de vendre, c'est pas de la blockchain. Ce qu'on vend, c'est une solution simple pour protéger les créations. Et moi, j'ai une vision un petit peu particulière, c'est-à-dire que je pense que, en ce qui nous concerne, la blockchain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'en fait, la preuve d'antériorité, le fait de pouvoir prouver ses créations, ça se déplace euh, d'une technologie propriétaire ou de la qualité de tiers de confiance vers l'open source. On fournit une preuve qui est certes mieux parce qu'elle est internationale by design, mais en soi, un constat d'huissier, ça fonctionne. Une preuve blockchain, ça fonctionne. Et donc, toutes les entreprises comme Blockchain URP ou comme nos concurrents ou, qui fournissent des serveurs, des solutions d'antériorité, en fait, ils vont plus pouvoir se contenter de faire de la preuve. Parce que tout le monde pourra le faire, et tout le monde pourra le faire finalement de manière euh, assez équivalente, parce qu'on a tous accès à une preuve de qualité. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est l'expérience utilisateur propriétaire. C'est combien de temps est-ce que ça prend de protéger une création, à quoi ça se connecte, qu'est-ce que tu fais. Je pense qu'il y a énormément de choses au-delà d'aller chercher de nouvelles technologies à faire dans l'interopérabilité. Par exemple, tu sais, les services marketing, ils monitorent en permanence le web avec des outils pour voir toutes les mentions qui sont faites, pour éventuellement aller mettre un lien ou réagir. Pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas ces infos avec le département marketing, enfin avec le département juridique? Pourquoi est-ce que ces outils ils existent et sont largement utilisés par tous les départements marketing, mais beaucoup moins par les départements juridiques? Donc, je pense qu'on a beaucoup à faire, comme je te dis, dans la construction d'expérience utilisateur et dans la connexion des outils entre eux, plutôt que dans la techno pure. Et nous, la majorité en fait de la valeur de notre solution, elle n'est pas dans la blockchain, elle est dans tout justement ce qui n'est pas blockchain. Très clair. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on a quasiment fini. William, tu évoquais des concurrents. On a vu que la digitalisation s'accélérait. Les ventes en e-commerce ont augmenté, sont passées de 10% à 20% en fait. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va avoir des effets d'opportunité énormes et donc aussi que vous allez avoir aussi de plus en plus de concurrents puisqu'il y aura de plus en plus d'argent à se faire. Comment, par rapport à ça, vous allez vous adapter, vous réadapter? Gilles, un sentiment? Plus de concurrents, faut être solide en fait. Et Faut donc, avoir tu es des solide. solutions solides. Non, mais moi j'ai un concurrent par jour, mais derrière, dès qu'on analyse un peu, c'est fragile. Voilà. Et même sur tout ce qui s'est fait en termes de technologie jusqu'à présent, on est beaucoup dans les technologies d'impression compliquées. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est évoluer toujours. C'est un marché en mouvement. Enfin, c'est un jeu. Hein, les contrefacteurs essayent de nous attaquer. Nous, on répond aux attaques dent pour dent. On essaye d'avoir de l'avance. Et en termes de technologie, là, sur 3 ans, on a fait des évolutions technologiques. Tous les 6 mois, on a une évolution technologique de points. Donc, il faut toujours être le meilleur et toujours le premier de la course. Super. Zoé, par rapport à la concurrence qui va arriver, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, il y en a, et je rejoins Gilles à 1000% là-dessus. La concurrence, déjà, en général, est saine. C'est bien d'avoir de la concurrence. Ça montre que nous ne sommes pas dans une voie sans issue. C'est bizarre d'être tout seul sur un sujet important. Il y en a beaucoup. Le plus important, c'est vraiment d'avoir en tête toujours de construire une barrière à la compétition. Donc la barrière technologique est importante. En revanche, celle-là est compliquée. Pour construire quelque chose que personne d'autre n'arrive à faire ou personne d'autre n'arrive à faire dans un temps limité, et il faut être vraiment extrêmement solide. Donc ça, c'est un sujet. On peut avoir d'autres barrières aussi, qui est avoir le maximum de clients.
Et dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile à déloger. Cette deuxième stratégie est aussi un peu difficile parce que pour avoir beaucoup de clients, il faut baisser parfois les prix. De notre côté, on mise sur la barrière technologique, pas vraiment sur le sujet prix, pour contrer d'éventuelles concurrences qui arrivent. Mais j'insiste sur le fait que pas mal de nos concurrents aujourd'hui, mais vraiment beaucoup, sont aussi nos partenaires parce que je me rends compte que c'est difficile de tout faire et qu'on ne peut pas être bon partout. Et que si on a l'intelligence de regarder ce qui se fait de bien chez l'un ou chez l'autre, avec des concurrents, on a noué des partenariats et on va ensemble pitcher nos clients et on fait des projets ensemble avec certains de nos concurrents. Ok, super. William? Bah, nous, déjà, on a fait le pari qu'elle allait avoir une standardisation, si tu veux, de la preuve, qu'elle allait devenir complètement blockchain. Donc, si on ne commence pas à avoir plus de concurrence, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on s'est planté sur toute la ligne. C'est dommage. Maintenant, ouais, je pense que c'est un nouveau marché en ce qui nous concerne parce que jusqu'à présent, on ne protégeait pas les créations à ces niveaux. Pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde et puis tu as plein de verticales. Par exemple, si tu adresses la problématique des photographes ou des petits créateurs de mode, ce n'est pas du tout la même que celle des directions juridiques. Et même au sein des directions juridiques, tu vas avoir des différences entre ceux qui font énormément de brevets et qui vont travailler avec les inventeurs et puis ceux qui sont dans la créa, qui vont travailler avec beaucoup de prestataires externes. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui encore la place pour tous les positionnements. Et c'est important quand même qu'il y ait des gens qui le fassent parce que ça va renforcer ce qu'on dit, quoi. Nous, notre preuve, elle est construite sur un modèle open source dans le sens où n'importe qui peut vérifier une preuve et tu peux vérifier les preuves des concurrents qui utilisent les mêmes standards que nous sur nos vérificateurs et inversement. Et si c'est comme ça que ça se passe, bah, c'est excellent parce que ça veut dire que demain, tu as une preuve blockchain IP, mais tu peux aller la vérifier chez un concurrent à blockchain IP ou même quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a rien à voir mais en matière de traçabilité. Et donc, c'est ce qu'on espère. Alors, évidemment, on espère aussi pas trop avoir de concurrence, mais il y a un juste milieu, je pense. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'acteurs importants qui s'intéressent, encore une fois, comme je te disais, à la legal tech. La legal tech, ça a longtemps été abandonné. C'est-à-dire que c'était un peu la Ligue 2, quoi. Tu vois, tu avais des gens qui ne sont pas des entrepreneurs professionnels, beaucoup d'avocats, des professionnels du droit, qui allaient dans la legal tech parce que c'est leur métier. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne viennent pas du tout du droit et qui s'intéressent à ces techniques parce qu'il y a un vrai marché, quand ça va avoir des budgets. Et donc, j'ai le sentiment quand même que la compétition va devenir plus féroce et que ça va un peu et que ça va se professionnaliser d'un point de vue marketing et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est sûr que plus de budget, plus de concurrence. Mais voilà. Super, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Au niveau du replay, il sera disponible dès vendredi sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, vous pourrez le revoir vendredi. Gilles, Zoé, William, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et passionnant. Merci à toi, Fabrice. Merci, Fabrice. Fabrice. À très vite. Et moi, je vous retrouve lundi prochain où on va parler presse mode et comment elle peut se rendre innovante. À plus. Ciao, ciao.